avant de commencer à faire mon pas. Il y a écrit un livre qui a appelé l'administration générale industrielle. Il y a des passages de ce livre dans lesquels il dit que la confiance en soi, la gestion de l'émotion, la gestion des relations, ce sont des choses qui ne sont pas cotées aux examens, mais qui sont extrêmement importantes pour la réussite en milieu ingénieur. Donc, c'est évidemment assez intéressant pour nous de discuter de ce sujet-là. Mais avant même de vous donner la parole, je vais passer en revue de votre biographie de manière très. Alors, notre conférencier du jour, le docteur Aliou Niambaye, est diplômé du Centre africain d'études supérieures en gestion chez Jacques Ripley, de l'Institut du droit de l'homme et de la paix, IDP H4, l'Université d'Erbil, où il a eu un master. Il est diplômé aussi de l'École normale supérieure d'enseignement technique et professionnel de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, où il a eu un certificat d'aptitude à l'enseignement. Il est également diplômé de l'Institut de Genève et il a eu un MD en leadership international. Il est titulaire d'un PhD en management stratégique du Centre d'études avancées et de recherche en management et projets, programmes et également un doctorat en sciences économiques de l'information à l'Université de Thiès. Alors, monsieur le conférencier Michel Mbaye est le fondateur de l'Institut africain de développement local. Il est l'ancien directeur des opérations de l'Agence nationale d'appui aux marchands ambulants, ancien expert associé de World Vision International, chargé de leadership organisationnel, de la gouvernance locale et du partenariat. Il est ancien directeur général de l'Institut supérieur de commerce et d'administration des affaires, ancien conseiller technique du ministre chargé de la décentralisation et des collectivités locales. Ses domaines de compétences professionnelles sont l'ingénierie des compétences, le développement participatif, l'économie sociale et solidaire, le développement local, la décentralisation, le communisme, l'environnement et les gens. Il capitalise plusieurs interventions comme formateur, chercheur, coach en entrepreneuriat et leadership, expert en management de projets de développement local avec des jeunes de référence, des agences de programmes et projets. Au Sénégal, il a enseigné dans des institutions comme l'École nationale d'économie appliquée, l'École nationale des cas de bureau, l'Institut supérieur de commerce et d'administration des affaires ISCA, et est titulaire de plusieurs publications en recherche d'action sur le développement local participatif, le community empowerment et la capacitation des organisations communautaires à la base. Il est promoteur de divers articles et publications dans le développement endogène, en plus de ses essais sur la philosophie de son membre politique. C'était la biographie du panéliste du jour. Alors, monsieur le panéliste, vous savez, quand on est étudiant, il y a des moments pendant lesquels on est dans une posture de restitution. Il y a des moments durant lesquels nous sommes dans une posture d'écoute. Aujourd'hui, nous sommes dans une posture d'écoute parce qu'il y a un penseur qui disait. Il disait que si vous voulez avoir de la matière grise, il faut côtoyer les têtes grises, parce que dans les têtes grises réside de l'expérience et du vécu. Donc voilà, nous avons devant nous un homme expérimenté et qui a eu du vécu. Je demande l'attention de toute la salle afin de bien vouloir l'écouter. Docteur, vous avez la parole. Merci. J'ai le même envie de demander, présente. Bon. En fait, la personne qui l'a présentée moi je vais te dire si c'est bon. Mais il aurait dû animer la conférence. Je crois. Bon, je vais d'abord commencer par saluer votre culture, parce que à travers même votre titre, vous avez une culture de thème. Bref, parce que quand il a parlé de la nécessité d'évaluer notre posture par rapport aux émotions, notre posture par rapport au relationnel, c'est actuellement des éléments qui sont mis en exemple un peu partout. Bon, comprenez que c'est avec un très grand plaisir, autant qu'on honneur que je viens lancer cette communication, mais une communication que je lance et qui est certainement dérivée d'un cours que j'ai animé à l'EPSA sur la décentralisation et le développement local. Bon, j'ai fini à partir du cours à développer des relations très paternalistes avec certains de vos confrères qui sont là, le Tchad, Nadia, et le Bassal, de citer que cela. Il y en a d'autres aussi. Si je ne dis pas votre nom, vous comprenez, ce n'est pas l'économie du temps, mais je connais tous vos noms. Alors, ça montre quoi? Ça montre qu'il y avait
à partir de la pédagogie, possibilité de dériver vers une lecture de mon expérience. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous servirai de la sagesse. Bon, le thème, il parle, parce que nous sommes aujourd'hui dans l'obligation d'accepter que le monde actuel est dans une mutation profonde. Alors, de quelle mutation il s'agit? Je commencerai par la mutation qui va le plus vous intéresser en tant qu'ingénieur agronome. Souvent, je vous assimile à des soldats qui luttent contre la faim. Je vous pose souvent des questions très simples. Pourquoi aujourd'hui l'Afrique, avec 1,4 milliard d'habitants, n'arrive pas à produire des céréales, des légumes et des fruits nécessaires pour alimenter les Africains? Parce que comme le disait l'autre en Afrique, on perd trop de temps pour chercher ce qu'on mange. Alors du coup, nous avons un temps pour la recherche de la bouffe, mais on n'a pas de temps pour la recherche de l'essentiel et de tous les accessoires. Alors au même moment, quand vous prenez la Chine avec ses 1,4 milliard d'habitants à peu près, la Chine produit tout ce qu'il faut pour alimenter sa population. Votre constat, aujourd'hui, quand nous prenons le grand Amérique, les États-Unis, 400 millions d'habitants, ne sont pas nombreux. Si on le mettait dans une arène de lutte, on va les terrasser. Voilà une problématique assez intéressante. Bon, on pousse un peu pour aller vers l'Europe, 400 millions. Donc la population de l'Europe plus la population des États-Unis est inférieure à la population africaine. Je me fonde sur ça en tant que panafricaniste pour dire que le futur c'est l'Afrique. Mais à condition que le président de l'Afrique soit vision. Et d'ailleurs, Jacques Attali, dans ces complications assez provocatrices, d'ici au monde en 2030, où l'Afrique sera un géant, avec le Nigeria, qui va avoir une population qui va presque tripler sur les 20 ans, mais l'Afrique qui va avoir en face d'elle des ressources qui sont intactes, un espace extrêmement riche, un espace très fort, mais aussi une Afrique intelligente, où par exemple avec la magie donc, de la transformation du monde en un macro-village planétaire, où tout le monde est lié, tout le monde se bat, l'Afrique, dans un mouvement d'éveil, ça peut aujourd'hui se positionner comme un continent créatif. Parler donc des mutations de ce monde, c'est une possibilité de la démographie mondiale qui montre que les Africains sont puissants. Mais quelle est notre principale pathologie? Nous n'avons pas encore la possibilité de produire ce qu'il nous faut. Agronome, je vous lance le défi. Travailler pour au moins chaque année en Afrique, produire 500 millions de céréales, 500 millions de fruits et légumes, 500 millions de kilos, de tonnes de peut-être de viande, peut-être. Nous serons une Afrique qui libère du temps pour apprendre, une Afrique qui libère du temps pour se fortifier. Et nous allons dire au revoir à une Afrique qui est là et qui prend tout son temps pour chercher à manger. Et paradoxalement, quand vous prenez le continent africain, c'est le continent le plus vivant du monde. L'Équateur divise l'Afrique en deux parties égales, 50%, 50%. Et dans les deux parties de l'Afrique, nous pouvons produire tout ce que l'Europe produit, tout ce qui est produit, tout ce qu'on peut produire dans le monde, on peut produire en Afrique. On laisse aux Maghrébins les pommes, les oranges, et nous Africains, les produits, les céréales. Écoutez, on sera une Afrique riche, une Afrique judiciaire. Et cette Afrique-là, elle sera réalisée par des ressources humaines fortes, des ressources humaines compétentes, mais aussi des ressources humaines développées. On parlait de cette crise planétaire sans évoquer les autres crises en face, les crises énergétiques. Ils sont en train de mettre le monde dans une véritable aberration.
Les crises sanitaires, bien, nous venons de dépasser la période de turpitude avec la Covid-19. Nous avons vraiment mal mené. Il y a aussi les crises sociales, les crises économiques. Donc c'est ce qui fait dire à certains chercheurs que nous sommes aujourd'hui en face d'une planète en crise circulaire. C'est-à-dire que les crises se répètent. Et qui fera face à ces crises, ce sont encore une fois de plus les personnes. Et la véritable crise qui va nous intéresser pour entrer dans le vif du sujet, c'est certainement la crise de la connaissance. C'est vrai, la connaissance est malmenée en Afrique. Pensons qu'aujourd'hui, que la connaissance n'a aucune importance, alors que la connaissance certainement est l'ingrédient essentiel sur lequel il faut appuyer la transformation de l'homme en un moteur capable de se servir et de servir les autres. Et cette crise de la connaissance, vous l'avez certainement vu à distance, en direct, elle se manifeste par ce que j'appelle la crise du chômage. Oh, combien de docteurs, de masters, de licenciés sont sortis et qui ont éprouvé d'énormes difficultés pour avoir du travail, pour nourrir leurs rêves. Et au finish, ils disent, sempiternellement, l'école ne fait plus rien. Oui, c'est une réalité. Chaque jour nous la vivons. Bon, en tant que cadre, futur cadre, pour regarder les autres jeunes en face de vous, malmenés par le chômage, la crise de l'emploi, le déficit d'employabilité, ces jeunes sont plongés dans une peur terrible, un doute méthodique, un découragement perpétuel et une négligence insouciante. Ces mêmes jeunes aujourd'hui sont capables de tourner le dos à l'Afrique pour prendre des bateaux de fortune, des pilotes de fortune. En annonçant sans pudeur, nous préférons la mort si nous n'entrons pas à Barcelone. Cette ville jeunesse, elle est africaine. Et aujourd'hui, nous avons encore peur parce que parmi cette jeunesse, nous y retrouvons une élite intellectuelle. Nous avons peur parce que parmi cette jeunesse, nous y retrouvons des adultes qui n'ont pas eu la chance d'arriver à la maturité et qui se déploient dans ce système. Au nom de quoi pour chercher l'argent. Et professeur, est-ce que l'argent est notre ultime finalité? Est-ce que c'est notre machin? On n'a pas compris. Permettez-moi de faire cette conférence sans lire aucun papier parce que je vous sers mon expérience. Et en enseignant aussi, souvent par devoir, j'enseigne ce que je connais. Je n'enseigne pas ce que j'ai. Permettez-moi de vous faire ça. Ça vous permettra peut-être d'être dans le vif de ce que je veux posséder, ce que je me sens. Aujourd'hui, lorsque vous êtes un cadre, et un élève cadre si vous voulez, vous êtes obligé par moment de vous poser des questions du genre, qu'est-ce que je peux devenir? Serais-je capable de transformer mon rêve en réalité? Serais-je capable de gagner ma vie? J'ai dit bien gagner ma vie. Chacun de nous est possédé par ce mot, gagner ma vie. Alors que si vous me dites quel est le premier échec ce genre, non, c'est notre pense que ce qui compte c'est gagner sa vie. Quelqu'un qui a gagné sa vie a échoué. Oui, parce que quand on gagne sa vie, on a un salaire. On a des moyens qui nous permettent de faire face à des besoins qui ne finissent jamais. On a les ressources pour faire face à des besoins illimités. Et par moments, nous nous engouffrons dans l'insatisfaction. Par moments, nous nous engouffrons dans le désir inachevé. Parce qu'on avait pensé que ce qui compte, c'est gagner sa vie. Alors que quand on gagne sa vie, ce qu'on obtient, c'est des biens d'autres. Qu'est-ce qui compte alors? Ce qui devrait compter, c'est que chacun de nous soit capable de réfléchir sur sa propre personne. Et en réfléchissant sur notre propre personne, on se donne les moyens de renoncer au salaire et de travailler pour le profit et la fortune. Ceux qui ont réussi, ils ont le profit. Ils
sont la fortune. Ceux qui ont réussi ont aujourd'hui la possibilité de se mouvoir dans l'espace, dans le temps, comme des sujets achevés et fabriqués, qui ne croient pas en l'obstacle, qui ne croient pas en la. C'était quoi alors leur secret? Leur secret, c'est de refuser, de réfléchir sur leur métier. Et ils ont réfléchi sur leur passion. Et peut-être qu'à partir de cette communication, vous allez par moments dans vos chambres réfléchir sur votre personne. De plus. Et moins réfléchir sur votre métier. Parce qu'en fait, on a compris, et c'est ce que la vie m'a enseigné. C'est qu'aujourd'hui, ils sont arrivés au succès. Ils avaient refusé de suivre le chemin du succès. Non, ne suivez pas le chemin du succès. Le succès, on l'a dit. On ne doit pas suivre le chemin du succès, mais on doit apprendre à attirer le succès. Oui. Parce qu'en attirant le succès, on finit par comprendre que le succès se repose sur deux oreilles. Le premier, c'est le bonheur, et le second, c'est la richesse. Vous devez penser qu'en allant à l'école, qu'en faisant des études supérieures, qu'en étant bourré de diplômes, on a la possibilité d'accéder à la richesse, d'accéder au bonheur. Hélas, au fil du temps, on comprend que ce qui fait le succès, ce qui fait la richesse, ce qui fait le bonheur, c'est un autre secret que je partage. Ce secret, c'est une réflexion sur vous-même. Et en réfléchissant sur vous-même, ça vous permet de vous développer. En se développant, vous évoluez. En évoluant, vous vous transformez. Et de là, vous verrez que très souvent, beaucoup de gens, en travaillant, pensent que le travail permet de gagner de l'argent. Non, mon expérience m'a servi autre chose. Le travail permet de gagner de la connaissance. Et du coup, j'ai pu découvrir, c'est pour les voir, que la voie qui me fait rêver était enrobée dans le savoir. Parce que dans un système mathématique d'inclusion, la voie est inclue dans le savoir. Le savoir enveloppe la voie. Alors du coup, on s'est dit, écoutez, pourquoi certains ont réussi, pourquoi d'autres ont échoué. Et du coup, on finit par comprendre que la réussite doit partir de l'individu lui-même, d'un potentiel intérieur, ce que j'appelle le plein potentiel. Que chacun de nous essayera de développer après cette communication. Ce plein potentiel, il est en nous avant qu'on arrive sur Terre. Ce plein potentiel est une lumière vive que nous contenons, dans laquelle sont configurées l'ensemble des dispositions et des potentialités qui vont nous servir de remparts redressés sur lesquels nous nous sommes appuyés pour trouver parmi nous des différences. Certains sont dans le culte de l'excellence, et d'autres, sans s'en rendre compte, sont dans le culte de la médiocrité, parce que conscients du fait, dans la vie, on réfléchit sur l'échec, alors qu'il faut réfléchir sur le pourquoi de l'échec. Voilà une recette. Beaucoup ont échoué parce qu'ils réfléchissent beaucoup sur l'échec. Ils réfléchissent beaucoup sur le désir insatisfait. Alors que ce qui était important, c'était surtout de savoir le pourquoi de l'échec, pour accepter que la vie est un déterminant de commencement. On ne perd jamais. À chaque fois qu'on est en face de l'échec, on apprend de cet échec et on met en place un nouveau système. Voilà les leçons les plus élémentaires du développement personnel. Du coup, se développer, c'est se doter d'un ensemble d'attitudes, de comportements qui vous permettent de vous fortifier et de devenir un être fort qui ne croira plus à l'échec, parce que l'échec est une école qui vous enseigne. Captez les connaissances qu'il vous enseigne. Vous finirez par comprendre que lorsque nous sommes dans un dispositif de développement personnel, on fait l'effort de sortir le potentiel que nous possédons. Il est là en nous tous. Et puis nous sommes tous intelligents, nous sommes tous forts,
nous sommes tous beaux, nous sommes capables tous de créer du beau, de créer de la bonté, de créer de la justice, de créer de l'équilibre, parce que nous sommes favorisés par l'univers. L'univers a tout réalisé en nous. Alors de là, en fait, dans le cadre du développement personnel, chaque individu a l'obligation d'aller au fond de lui-même pour sortir le potentiel qui lui permet de configurer sa vie. N'acceptez jamais d'être des suiveurs, mais soyez plutôt des disciples qui apprennent. Le jour où vous pensez suivre quelqu'un dans son chemin et essayer de l'imiter, vous vous retrouvez dans la tradition du perroquet. Alors que ce qui vous était demandé, c'était peut-être partir de ceux qui ont réussi, leur poser des questions très simples. Talk me about your life, parle-moi de ta vie. Essayez souvent de vous accompagner des personnes qui ont plus ou moins conquis l'ensemble des éléments qui font leur bonheur, qui font leur richesse, qui font leur succès, et vous essayez de les même si à la maison, dans votre village, dans votre ville, vous avez connu quelqu'un qui est riche, qui est milliardaire, apprenez à marcher comme lui. Allez, apprenez à marcher comme lui. Parce qu'en marchant comme lui, vous mettez dans votre tête que vous êtes en train de marcher comme un milliardaire. Et du coup, vous vous interdisez de vous assujettir devant le riche. Parce que je dis souvent que dans ma tendre enfance, étant très connecté au développement personnel, je me plaisais à inviter des personnes riches. Parce que quand vous invitez en tant que pauvre une personne riche, vous le donnez à manger, vous le retenez pendant 2 heures de temps, vous le faites parler, il vous sert des ressources. Parce que pour se développer, il faut écouter. Pour se développer, il faut écouter lui, écouter ceux qui ont réussi. Écoutez ceux qui semblent être engouffrés dans un bonheur. Écoutez ceux qui semblent être des baromètres de mesure du succès. Il faut écouter. Et l'autre disait que tout en écoutant, il faut aujourd'hui que chacun se dote d'une curiosité d'enfance. La curiosité d'enfance vous pousse à beaucoup lire. Ce que je suis en train de vous dire, beaucoup de livres ont été produits et qui parlent des prodigieuses victoires des individus qui ont réussi, qui ont eu du bonheur, qui sont arrivés au succès. Il a cité tout à l'heure Fayon, qui à un certain moment de sa vie avait accepté ce que j'appelle la rupture technologique. Il a compris que ce n'est pas uniquement la technique qui fait l'homme. À côté de la technique, il y a les émotions et les pensées. C'est des émotions positives et des pensées positives qu'il faut capter en vous. Et de là, vous allez peut-être comprendre qu'en lisant, qu'en écoutant, c'est pour avoir de la connaissance. Mais de quelle connaissance je parle? Je parle de la connaissance qui propulse l'action. Parce que quand une connaissance n'est pas capable de propulser une action, cette connaissance est stérile. J'ai écouté, j'ai lu, je me suis fortifié, je vais essayer d'agir. Mais tout en agissant, ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que chacun de nous doit dès le bas âge fixer ce que j'appelle l'objectif majeur. L'objectif majeur, c'est ce qui vous fait rêver. Prenez souvent le temps d'entrer au fond de vous pour essayer de décoder ce qui vous fait rêver. La vie dans le sens lorsque vous n'êtes pas orienté par des rêves. Et cet objectif majeur fait que chacun dise que voilà, j'ai envie d'être un éminent ingénieur, chercheur, travaillant dans 50 pays. L'autre dit j'ai envie d'être riche, d'avoir beaucoup de l'argent, beaucoup d'argent. Et l'autre il se dit, pour moi, ce qui compte le plus, c'est que je puisse avoir la possibilité d'avoir une notoriété. Chacun a la possibilité de rêver. Et quand vous fixez un objectif majeur avant 30 ans, vous allez le réaliser. Je me rappelle, avant 30 ans, j'avais un peu défini ce que je voulais. Ce que je voulais faire de ma vie. Ne me demandez surtout pas, est-ce que vous l'avez réalisé? Je ne vous répondrai pas. Mais vous me regardez comme un individu heureux et pas. Vous le sentez, non? De là, vous verrez que, avant 30 ans,
quand quelqu'un fixe un objectif majeur, il va se donner les moyens pour l'atteindre. Parce qu'à côté des objectifs majeurs ou de l'objectif majeur, il y a ce qu'on appelle des objectifs secondaires qui gravitent autour de cet objectif et vous allez aller les chercher. Mais quand vous avez deux objectifs majeurs, vous allez échouer. Parce que vous êtes dans la logique de la dispersion. Et cet objectif, vous allez le réaliser quand vous l'écrivez sur un papier et que vous le lisez. On dit, on ne réalise jamais ce qu'on a dit avec la bouche, mais on réalise souvent ce qu'on a écrit sur le papier. Ne considérez jamais ça comme une perte de temps, parce que le papier a la magie de posséder toute l'énergie qu'il y a dans la main, où Dieu a exercé une certaine empreinte. C'est une empreinte. Écrivez. Alors quand vous fixez cet objectif va avoir du sens lorsqu'il est alimenté par des idées. Souvent, vous n'avez pas d'idées parce que vous ne lisez pas. Vous n'avez pas d'idées parce que vous n'écoutez pas quelqu'un qui a réussi. Prenez le temps de discuter avec les sages, de discuter avec des gens qui ont réussi. C'est pour pouvoir alimenter dans votre cerveau un tabernacle où siègent toutes les idées. Parce qu'on ne peut pas produire un objectif majeur si on n'a pas d'idées. Prenez le temps de lire et méfiez-vous des personnes qui ont lu 100 livres. Parce qu'ils ont eu la possibilité de nager dans la pensée et la sagesse de plusieurs autres personnes. C'est comme un vieillard qui a eu la chance d'être témoin de 100 hivernages qu'Amadou Ampateba a suivi comme une bibliothèque. A suivi encore sa mort comme une bibliothèque. Et beaucoup n'ont pas compris qu'Ampateba ne parlait pas de 100 ans, mais il parlait de quelqu'un qui est pur. On peut être vieillard à 20 ans. Moi-même, j'ai 140 ans. C'est vrai. Donc, pour avoir des idées, il faut écouter, il faut lire. Il faut aussi avoir la sagesse de transcrire l'idée autour d'un objectif majeur, autour duquel vous allez avoir des objectifs secondaires. Et cet objectif, suivez-le. D'ailleurs, vous êtes dans une école d'ingénieurs, dites-vous quelles sont les erreurs que j'ai faites pendant ces 6 dernières années. Posez-vous cette question en chambre. Quelles sont les erreurs que j'ai faites pendant ces 6 dernières années? C'est-à-dire de la seconde à la 4e année, ou bien de la terminale à la 5e année. Ces erreurs en général hébergent des connaissances incommensurables sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour fixer un objectif majeur à vénérer dans les 6 ans à venir. Nous sommes en 2024, essayez de dessiner ce que vous voulez être en 2030. Vous le réussirez. Essayez de dessiner ce que vous voulez être en 2030. Sans perte de vue que vous êtes un ingénieur. Et pour me rapprocher de votre question, vous êtes ingénieur avec une limite. Vous risquez de vous confiner dans un carcan technique. Et en vous confinant dans un carcan technique, vous allez être victime d'une maladie que j'appelle le technocentrisme. Pensez qu'en dehors de la technique, rien n'existe. Finalement, vous allez être carré 4 x 4, 16. Alors aujourd'hui, ce que faut vous amener à comprendre, 4 x 4 peut faire 24. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous refusez le technocentrisme, il vous faut, quand vous fixez votre objectif majeur, aller dans une perspective de tenter de devenir ce que vous voulez. Mais ne tentez jamais de devenir ce que la société souhaiterait vous voir être. Ne tentez pas de devenir. Tout à l'heure, j'ai taquiné quelqu'un en lui disant c'est un choix ou une influence. L'expérience m'a montré tout ce que j'ai réussi. C'est en réalité la somme de mes choix. Mais tous mes essais, c'est la somme de mes influences. Alors, du point de vue purement pratique, vous dites je suis ingénieur, l'objectif majeur que je vais fixer,
je suis jeune, je dis quel serait mon devenir en 2030. Et ça, c'est votre propre choix. Mais quand vous aurez défini cet objectif majeur, pensez aux objectifs secondaires. Mais ce que je partage, c'est quoi? C'est qu'un objectif majeur, il doit être spécifique. On n'imite pas quelqu'un, on ne fait pas du suivisme. Je fixe un objectif en tenant compte de mon potentiel, je fixe un objectif en tenant compte de ce que je possède. Vous savez, on se fatigue dans la vie si on veut construire quelque chose avec ce que l'on ne possède pas. C'est ce qui nous fatigue. Il faut jamais construire quelque chose avec ce que vous ne possédez pas. Alors en fixant donc un objectif, on dit qu'il doit être spécifique. C'est à mon image. Parce que des rêves qui nous gouvernent, nous nous appuyons pour fonder des projets qui au fil du temps se transforment en réalisation, qui sont les sèves nourricières de la réussite, du succès, de la richesse, de l'abondance et surtout de l'élevation. Donc fixez cet objectif. Quand il est spécifique, abandonnez l'objectif. Quand vous sentez que vous ne pouvez pas mesurer cet objectif, je veux être milliardaire, je peux le mesurer. Mais je veux le bonheur, tu ne le mesures pas. Donc quand un objectif majeur de développement personnel, vous le fixez, vous avez des problèmes vous-même pour le mesurer, abandonnez-le. Et vous amène dans ce que j'appelle l'errance psychosociale. C'est l'errance. Lorsque vous avez fixé cet objectif en relation avec votre métier ou bien en relation avec autre chose, parce que j'ai connu des ingénieurs agronomes qui ont fini commerçants. Oui, c'est possible. J'ai connu des ingénieurs agronomes qui ont fini hommes d'affaires. Parce qu'ils ont compris l'essentiel, c'est de réaliser l'objectif majeur. Et autour de cet objectif majeur, si vous réalisez les objectifs secondaires, sur 6 ans, vous pouvez devenir tout ce que vous voulez être. Sur la base de cet exemple, vous verrez que quand on fait du développement personnel, il faut, de manière très pratique, développer des attitudes, des comportements, des compétences, des capacités qui nous permettent de contenir ce que nous possédons, mais aussi partir de ce que nous possédons pour réaliser notre devenir, c'est-à-dire ce que nous pouvons être. C'est pourquoi je dis souvent en médecine, ne tentez jamais de devenir ce que je suis. C'était un seul chemin, c'est fini. Et cherchez votre chemin, cherchez votre devenir. Et le développement personnel a été construit pour vous en tant que cadre qui ont la chance au moins de sortir d'ici 1 à 2 ans avec un métier trop solide, avec des connaissances, avec une certaine transversalité. Et vous allez comprendre que quand vous êtes dans le développement personnel, la première recette, c'est que chacun doit apprendre à se connaître. Vous êtes riche. Il n'y a pas de pauvres dans la salle. Vous êtes riche, non? Tout le monde est riche. Essayez de vous connaître. En vous connaissant, vous allez sortir un potentiel qui vous transformera en bombe atomique. Avec la formule célèbre d'Einstein, E égale mc au carré. C'était ça. Mais mettez ici dans ce E pour être une bombe atomique. E c'est l'efficacité, le M c'est la motivation, le premier C c'est la compétence et le deuxième C c'est le courage. Oui, quand on est efficace, moi je peux dire, je peux réussir tout ce que je veux faire. C'est de l'efficacité. Mais je ne vais pas le puiser dans un potentiel, je vais le tirer dans mon propre potentiel. Cherchez votre potentiel. Mais en réalité, lorsque vous puisez votre potentiel, ce qui va vous permettre d'évoluer, le premier élément c'est votre motivation. Et d'habitude je dis dans ma poésie, la motivation, si on devait la décrire, c'est le motif de l'action. Tout ce que vous faites, vous devez un motif. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? C'est que quand vous faites une action, vous échouez, ne pensez pas à l'échec. Et dites pourquoi je voulais faire ça. Tu vas recommencer et tu finiras par avoir du succès. Tout est question de motivation. La motivation, on ne peut ne pas aller dans les théories. Il y a plusieurs types de motivation pour quelqu'un qui veut se développer. La première motivation, elle est d'ordre psychologique.
apprenez à vous plaire. Vous regardez le miroir, n'est-ce pas? Et parlez à la personne que vous voyez dans le miroir en disant: je suis très fier de toi. Je suis très content de toi. Mais nous, le jour où vous n'êtes pas fier de ce que vous voyez dans le miroir, vous êtes en train de creuser votre pompe. Donc, lorsque vous êtes dans une perspective de motivation, dans votre réflexion et de psychologie, c'est-à-dire que je cherche à faire, rendre compte que j'ai dit à faire tout ce que je devais faire. Et la motivation aussi est de l'ordre social, parce que nous avons envie dans notre système de ne pas paraître comme quelqu'un qui n'est pas évolué, quelqu'un qui n'a pas réussi. Nous avons envie que notre communauté, notre société, notre famille, les proches, sentent que nous avons pu réaliser quelque chose. Parce qu'en réalité, dans ma seule définition de l'éducation, c'est que l'éducation est un ensemble de valeurs que l'individu possède et qui lui permettent de se servir lui-même, de servir sa famille, de servir sa société, de servir sa communauté, de servir son pays, de servir l'humanité. Bien éduqué, c'est d'abord apprendre à se servir. Et là, c'est la vie. Donc, lorsque vous arrivez maintenant à la confiance, beaucoup plus, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de sortir l'ensemble des compétences traduites en savoir, savoir-être et savoir-faire, capables de traduire la motivation en source énergétique pour le rêve et que le rêve puisse se développer en projet en réalisation. Donc, posez une question très simple. Quelles sont les compétences nécessaires à la réalisation de mes rêves? Quelles sont les capacités? Quelles sont les aptitudes? Quels sont les comportements nécessaires pour que je puisse réaliser mon objectif? C'est un travail personnel. Vous engagez. Mais tout en perdant, ne pas mettre de vue de l'aspect, le monde aujourd'hui. C'est pourquoi on a mis C au carré, c'est-à-dire la compétence, c'est pas le courage, parce que ce qui enveloppe la compétence, c'est le courage. Il y a beaucoup de gens qui sont compétents, mais au fil du temps, ils n'utilisent pas ce décourage. Et en se décourageant, ils oublient même leur potentiel, ils oublient leur compétence. Donc, quand on est dans cette logique, le développement personnel va vous fortifier pour que vous développez ce qu'on appelle le self-esteem. Oh, que je m'aime. C'est quand vous êtes dans le self-esteem, il faut que je m'aime. À quoi comme ça? Parce qu'en réalité, quelqu'un qui n'a pas cultivé l'estime de soi, il se décourage rapidement. Et on a même la possibilité de lui faire croire que vous ne représentez rien. Et il finit par se nourrir de sa fonction de représentation exponentielle égale à zéro et être un individu passif. C'est pourquoi le monde d'aujourd'hui, il est divisé en deux groupes. Il y a les entrepreneurs et les passifs. Le passif, il est là, il se laisse envoyer par là. Et l'entrepreneur, il se le met en cause. Donc quand vous développez l'estime de soi, la finalité, c'est que vous ayez ce qu'on appelle la confiance en soi. On va pouvoir vous enseigner ça à l'instant. La confiance en soi est un ensemble de capacités croisées qui amènent l'individu à ne croire qu'au succès. Dans tout ce que l'individu entreprend, il met des œillères pour ne voir que le succès. Un exemple que je vous donne, c'est Barack Obama. Il n'a jamais pris un échec. Mais pourtant, on a essayé de le décourager à plusieurs reprises. Mais il était convaincu qu'il va être le premier président de la présidence. Ça, c'est la confiance en soi. Le jour où tu penses que c'est le CV, le diplôme, la lettre de motivation qui te permet d'avoir un emploi, bonjour les déceptions. Sauf que des papiers. Je commence par le premier, le diplôme. Le diplôme est un maudit papier. Il dit que c'est difficile, il glorifie le vivant de le glorifie par le CV, il n'est rien d'autre qu'un chemin de la vie. Mais ce qu'on lit le plus dans un CV, ce n'est pas votre parcours académique, mais c'est votre parcours social et expérimental. Et la lettre de motivation, c'est des lettres, des képites qu'on envoie aux autres
pour montrer aux femmes que moi, je suis une richesse. Si vous le recrutez, si vous ne me prenez pas, vous avez laissé passer très fort. Très fort, c'est vous qui gardez. Alors, mes amis, ne soyez jamais en situation de demande. Non, soyez en situation d'offre. Parce que vous avez développé la connaissance de soi, l'estime de soi et la confiance de soi, qui sont des piliers sur lesquels vous vous appuierez pour développer chez vous des pensées positives, des émotions positives, qui sont les terreaux sur lesquels pousse le succès. Je l'ai pour votre fille, je l'ai fait. Il ne faut pas être dans le monde de mon fils, je l'ai fait. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, docteur. Je pense que votre exposé a été très